Imaginez une route qui n'en est pas une. Une ligne droite d'asphalte ou de terre qui se perd à l'horizon, traversant un désert où la prochaine station-service se trouve à 800 km, où la chaleur déforme l'air et où les tempêtes de poussière effacent le monde. Maintenant, imaginez que vous devez transporter sur cette ligne, non pas un conteneur, mais une montagne. 50, 100, 500 tonnes de minerais, de carburant ou de fournitures. Il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de rivière. Il n'y a que cette route infinie et le vide. Ce n'est pas une hypothèse d'ingénierie, c'est la réalité quotidienne de l'Australie. Et dans ce laboratoire à l'échelle continentale de logistique impossible, le camion normal ne survit pas. Ici, la nécessité a donné naissance à des monstres. Ici, le transport lourd a évolué d'une manière que le reste du monde contemple avec étonnement et un peu de crainte. Il ne s'agit pas d'avoir les camions les plus chers ou les plus beaux. Il s'agit d'avoir les plus résistants, les plus intelligents et les plus puissants de la planète. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi l'Australie n'a pas d'industrie du camion, mais une ingénierie de survie sur roue. Le progrès technologique ne naît pas toujours dans un laboratoire propre de la Silicon Valley ou dans un centre de R&D allemand. Parfois, il naît dans la poussière, sous un soleil qui fait fondre l'asphalte, sous la pression d'une économie qui dépend du déplacement de l'immobile. L'Australie est ce laboratoire. Un continent-île qui fonctionne comme un test de résistance à l'échelle planétaire pour l'ingénierie des transports. Pour comprendre pourquoi ces camions sont légendaires, nous devons d'abord comprendre le problème qu'ils ont été contraints de résoudre. Un problème aux dimensions si gigantesques que la seule réponse possible était de créer des machines qui défiaient la logique conventionnelle. Ce chapitre retrace l'évolution de ce besoin, révélant comment la géographie, l'économie et le pur désespoir logistique ont façonné le premier principe du camion australien. S'il ne peut être grand, puissant et efficace, il ne sera rien. Désert, distance et mine, la triple malédiction qui est une bénédiction. Observez une carte de l'Australie. Vous verrez une fine bande verte et peuplée le long des côtes est, sud et sud-ouest. Puis, au centre et à l'ouest, une immense tache ocre et brune, l'outback. Ce n'est pas un désert comme les autres, c'est une succession de déserts, Gibson, Great Victoria, Simpson, qui occupent la majeure partie du continent. Ce vide n'est toutefois pas vide. Il regorge de richesses. Sous cette terre rouge se trouvent certains des plus grands gisements minéraux de la planète. Les mines colossales d'U de fer de Pilbara, les gisements d'or de Kalgoorlie, les réserves de lithium, de nickel, de cuivre et de charbon qui alimentent l'économie mondiale. C'est là qu'apparaît la première variable de l'équation impossible, la distance. Prenons un exemple concret. La mine de fer de Newman jusqu'au port de Port Hedland, dans la région de Pilbara. Cela représente 400 km en ligne droite à travers un fourneau. Pour une flotte européenne, 400 km représentent un voyage d'une journée. Ici, c'est un voyage à travers une planète hostile, où les températures dépassent facilement les 45 degrés à l'ombre, où les routes sont parfois des pistes de terre sillonnées de corrugations, des ondulations fixes dans le sol qui font vibrer n'importe quel véhicule jusqu'à ses écrous, et où une tempête de poussière peut réduire la visibilité à zéro en quelques minutes, levant un mur granuleux qui pénètre par chaque interstice. La deuxième variable est l'échelle. Il ne s'agit pas de transporter quelques camions de minerais. Les mines australiennes fonctionnent à un rythme qui frôle l'obscène, déplaçant des millions de tonnes par an. La logique économique est simple et brutale. Le coût fixe de chaque trajet, chauffeur, usure du véhicule, temps, est astronomique en raison des distances. La seule façon de boucler l'équation est de maximiser désespérément la variable du poids transporté par trajet. Il n'est pas possible d'effectuer des trajets plus fréquents. Le temps et la distance ne le permettent pas. Il faut effectuer des trajets moins fréquents, mais avec des charges si monstrueuses qu'elles justifient le trajet. Ainsi, la triple malédiction, le désert, la distance et la nécessité d'une échelle minière, devient une bénédiction pour l'ingénierie. Elle impose une solution qui, ailleurs, serait considérée comme une folie. Et de cette folie est née une légende. La naissance du road train. Ce n'est pas un camion, c'est un système. La solution ne pouvait pas être un camion plus grand. Il y avait une limite physique à ce qu'une seule remorque pouvait transporter et surtout à ce qu'un seul essieu pouvait supporter. L'inspiration est venue de là où elle ne pouvait venir que du chemin de fer. Si une seule locomotive peut tirer des dizaines de wagons, pourquoi un camion ne pourrait-il pas tirer plusieurs remorques? C'est ainsi qu'est né le concept du road train ou train routier. Mais ne confondons pas cela avec les LCV, véhicules à longue combinaison, que l'on voit en Europe ou dans certains États américains.
Ceux-ci sont, dans le meilleur des cas, un tracteur avec une semi-remorque et une remorque supplémentaire, dont la longueur maximale dépasse rarement 25 mètres. Le road train australien est d'un tout autre niveau. Il s'agit d'un système de transport modulaire et extensible. Il commence par le tracteur, le prime mover. Derrière lui, on attelle la première semi-remorque. Et puis, la magie opère. À cette semi-remorque, on attelle, à l'aide d'un converteur dolly, un petit chariot à 5e essieu, une deuxième semi-remorque ou une remorque complète, et à celle-ci, une troisième. Et dans les configurations extrêmes, comme les célèbres quad trains, une quatrième. Comment cela est-il légal ? C'est là qu'intervient le pragmatisme australien. Sur les routes désignées, principalement les artères qui relient les mines aux ports ou aux grandes villes de l'intérieur, les réglementations en matière de longueur et de poids sont assouplies car il n'y a pas d'alternative. L'État comprend que la richesse du pays circule sur ces essieux. Ainsi, nous trouvons des combinaisons qui atteignent et dépassent 53 mètres de longueur et 500 tonnes de poids brut total. Ce ne sont pas des machines destinées à circuler sur une autoroute urbaine, mais des serpents d'acier destinés à conquérir le désert, et leur existence est un pacte tacite entre l'ingénierie et la nécessité nationale. Mais pour que ce système fonctionne, l'élément clé, le tracteur, doit être une bête de conception spécifique. Et ici, l'Australie a pris une décision radicale qui l'a séparée à jamais de son cousin américain. La cabine au-dessus du moteur, le choix pragmatique qui s'imposait. Alors qu'en Amérique du Nord, le camion classique, avec son long capot, long nose et son allure de cow-boy mécanique, est un symbole culturel. En Australie, c'est la cabine au-dessus du moteur, COE, Cab Over Engine, qui règne en maître. Des modèles tels que le Kenworth Carscent, le K200 ou le K220 plus modernes ne sont pas une rareté, ils sont la norme. Et la raison n'est pas esthétique, elle est purement arithmétique et physique. La première raison est la loi sur la longueur totale. Sur de nombreux itinéraires et dans de nombreuses réglementations, il existe une limite maximale pour l'ensemble complet. Dans cette équation, chaque centimètre occupé par la cabine est un centimètre qui n'est pas occupé par la remorque. Une cabine COE, en plaçant le conducteur au-dessus du moteur, réduit considérablement la longueur du tracteur. Par rapport à un long nose américain, un COE peut gagner jusqu'à 2 précieux mètres d'espace de chargement. Sur un trajet de 1000 km transportant des minerais en vrac, ces 2 mètres se traduisent par des dizaines de tonnes supplémentaires de revenus. L'économie prime. La deuxième raison est plus subtile et découle du terrain lui-même, la géométrie de la survie. Les routes de l'Outback ne sont pas des routes goudronnées lisses. Ce sont des pistes de terre, de gravier et de roches, souvent marquées par de profondes ondulations et des dos d'âne soudains. Un tracteur à châssis long, long nose, a un angle de sortie moins favorable, l'angle formé entre le sol et l'arrière du châssis. Lorsqu'il s'agit d'aborder une pente raide ou de sortir d'un lit de rivière asséché, un châssis long peut se bloquer, high centering, laissant le centre du véhicule reposer sur la crête du terrain, tandis que les roues avant et arrière patinent dans les airs. C'est une situation catastrophique au milieu de nulle part. Un COE, avec son châssis plus court et plus compact, a un angle de sortie beaucoup plus favorable, ce qui lui permet de franchir des obstacles qui bloqueraient un camion de conception conventionnelle. C'est un choix dicté par le désert. Cependant, une cabine compacte de type A sur un moteur puissant pose un autre défi. Où cacher un cœur assez grand pour déplacer un continent ? Le cœur de la bête, des moteurs qui ne demandent pas la permission. Dans le monde du transport lourd mondial, un moteur de 500 chevaux est considéré comme puissant, 600 très puissant. En Australie, ces chiffres ne sont qu'un point de départ. Ce n'est pas une question de vitesse ou de vanité, mais de physique pure. La puissance, mesurée en chevaux, vous donne la vitesse potentielle. Mais le couple moteur, mesuré en newton-mètres, est la véritable clé. C'est la force de torsion, la poussée brute dont dispose le moteur pour déplacer une masse à partir du repos. Pensez à la tâche. Un Kenworth C510 configuré pour un convoi minier avec un poids brut combiné de 300 tonnes. Mettre cette masse en mouvement ou la maintenir sur une pente douce de 3% à 80 km/h nécessite un couple monstrueux. C'est là qu'interviennent les rois de l'Outback. Le Cummins East 15 est un habitué, souvent configuré pour délivrer 600 chevaux et un couple impressionnant de 2800 Nm. C'est un moteur qui ne vrombit pas, mais qui grogne profondément. Mais même ce titan pâlit face au Mack MP10, un moteur de 16 litres,
qui, dans sa configuration la plus extrême, développe 780 chevaux et un couple quasi mythique de 3800 Nm. Pour mettre les choses en perspective, ce couple est suffisant pour littéralement tordre un essieu en acier s'il n'est pas correctement conçu. La philosophie est ici cruciale. Ces moteurs ne sont pas à la limite de leur conception. Au contraire, ils sont débridés, detuned. Les ingénieurs prennent un bloc capable de produire encore plus de puissance et le limitent électroniquement. Pourquoi ? Pour des raisons de fiabilité. Dans l'enfer de l'Outback, à 1000 km de l'atelier le plus proche, la priorité numéro 1 n'est pas de gagner une course, mais d'arriver à destination. Un moteur fonctionnant à 80% de sa capacité maximale sera beaucoup plus froid, subira moins de contraintes thermiques et durera des centaines de milliers de kilomètres de plus qu'un moteur poussé à ses limites. L'objectif n'est pas d'être le plus puissant sur le papier, mais d'être le dernier à tomber en panne. Cette approche axée sur des spécifications précises et une robustesse extrême ne se limite pas au moteur. Elle définit toute l'industrie qui entoure ces machines. Au-delà de l'acier, la culture du fabricant spécialisé. L'écosystème du transport lourd australien ne se résume pas à Kenworth et Mack. C'est un univers de fabricants spécialisés et de carrossiers qui prennent le châssis de base, une plateforme de puissance et de résistance, et le transforment en un outil chirurgical pour un travail spécifique. Ici, le camion ne s'achète pas sur catalogue, il est spécifié à partir de zéro. Des entreprises telles que Quadtrain ou Beast Industries en sont des exemples parfaits. Ce ne sont pas de simples opérateurs logistiques, mais des ingénieurs en solutions. Un client, par exemple, une méga mine à l'intérieur des terres, arrive avec un problème. J'ai besoin de transporter 158 000 litres de diesel depuis la raffinerie côtière jusqu'à notre campement, situé à 1200 km, sur des routes en terre. Un camion-citerne normal ne convient pas. La distance exige une quantité énorme, et la route exige de la robustesse. La solution de Quadtrain est le Quadtrain, un tracteur Kenworth T909 qui tire non pas un, mais 4 camions-citernes consécutifs, formant un train routier de 56,5 mètres. Un seul voyage, une seule mission. Il ne s'agit pas d'un produit standard, mais d'une réponse technique née d'un dialogue direct entre le fabricant spécialisé et le besoin impérieux du client. Ce processus de spécification extrême est la norme. Le châssis est choisi en fonction de la tâche à accomplir. Un K200 pour le transport en vrac général, un C510 pour les convois miniers lourds, un Titan pour les charges les plus extrêmes. Ensuite, la configuration des essieux, 6x4, 8x6, 10x6, le type de suspension, la capacité des réservoirs de carburant auxiliaires, indispensables pour les trajets de 1000 km sans station-service, les systèmes de filtration d'air à plusieurs niveaux pour la poussière, les types d'attelage pour les remorques, les matériaux de construction, aluminium pour réduire le poids, acier inoxydable pour les produits chimiques. En Australie, le camion est le début de la conversation, pas la fin. C'est une toile vierge sur laquelle on peint la solution à un problème logistique unique. Mais associer puissance brute et remorque géante n'était que la première étape. Le véritable défi consistait à faire en sorte que ces colosses puissent non seulement se déplacer, mais aussi être contrôlés, arrêtés et maintenus en état de marche dans un environnement qui détruit les machines. Car à quoi sert un géant de 500 tonnes si vous ne pouvez pas le freiner dans une descente, s'il se brise en morceaux sur une route rocailleuse, ou si son moteur surchauffe jusqu'à fondre sous un soleil impitoyable? Le véritable génie australien n'était pas de créer le monstre, mais de l'apprivoiser. Déplacer 500 tonnes d'acier et de minerais relève d'un acte de foi dans la puissance brute. Mais le véritable génie de l'ingénierie australienne ne se manifeste pas dans la mise en marche de ce monstre, mais dans sa maîtrise. Car dans le désert, les lois de la physique ne s'appliquent pas avec douceur, mais avec la férocité d'une sentence. Arrêter une masse équivalente à un petit immeuble se déplaçant à la vitesse d'une voiture n'est pas une fonction, c'est un événement géologique. Guider un serpent de 50 mètres à travers un chemin qui ressemble à la surface de la Lune n'est pas de la conduite, c'est de la chorégraphie de survie. Ce chapitre explore en profondeur ces solutions, ces systèmes qui transforment une impossibilité physique en une routine quotidienne. C'est l'histoire et de la façon dont l'Australie a non seulement construit les plus gros camions, mais aussi inventé la technologie pour les rendre dociles. Freiner l'inertie quand le frein Jake ne suffit pas. Imaginez l'énergie. Un road train de 450 tonnes roulant à 90 km/h ne bouge pas. Il avance avec l'inertie d'un petit astéroïde.
l'énergie cinétique stockée dans ce mouvement est d'une ampleur qui dépasse l'intuition. Si les freins conventionnels d'un camion standard tentèrent de l'arrêter, il s'évaporerait simplement dans un nuage de fumée et de métal fondu dans les 100 premiers mètres. C'est pourquoi le système de freinage australien est un exemple de redondance et de surdimensionnement apocalyptique. Tout d'abord, il y a le freinage moteur, mais poussé à son maximum. Un puissant frein Jake, frein à compression, sur le moteur principal n'est que le premier acteur. Il est souvent associé à un ralentisseur hydrodynamique indépendant, couplé à la transmission. Ce dernier n'utilise pas le moteur. Il s'agit d'un système qui convertit le mouvement en chaleur en faisant tourner un rotor dans une chambre remplie d'huile, générant une force de freinage massive, douce et qui n'use pas les freins à friction. Lors d'une longue descente dans l'outback, le conducteur active cette combinaison, Jake plus ralentisseur hydrodynamique, pour maintenir une vitesse constante, réservant les freins de service pour les imprévus. Mais les freins de service ne sont pas non plus normaux. Les tambours et les disques sont les plus grands et les plus épais fabriqués au monde. Les plaquettes et les mâchoires sont faites de composés qui résistent à des températures qui feraient fondre celles d'un camion ordinaire. La pression du système pneumatique est surveillée avec une obsession religieuse, car ici, il faut freiner non seulement les roues du tracteur, mais aussi celles de 3 ou 4 remorques consécutives. Le système pneumatique doit être extrêmement puissant et réactif pour envoyer le signal de freinage sur plus de 50 mètres de tuyaux, garantissant ainsi que tous les essieux décélèrent de manière synchronisée. Un retard ou une défaillance dans une remorque arrière pourrait la pousser vers l'avant dans une réaction en chaîne catastrophique, pliant le train comme un accordéon. La fiabilité n'est pas une caractéristique, c'est le pilier sur lequel repose la sécurité de toute l'opération. Et la sécurité ne dépend pas seulement des freins, elle dépend de la stabilité d'une forme qui défie la géométrie de base. La danse des remorques multiples, l'art du dog trailer. Atteler une semi-remorque à un tracteur est une science. Atteler 3 ou 4 remorques entre elles est un art noir, une chorégraphie d'attelage et de points de pivotement qui doit respecter les lois de la physique sous peine de catastrophe. La clé réside dans les éléments de liaison, les convertés dolly et les dog trailers. Un converteur dolly est un petit chariot équipé d'un 5e essieu, la roue pivotante, et d'un kingpin, pivot d'attelage, à l'avant. Son rôle est de relier 2 remorques complètes. La première remorque a son essieu arrière fixe. Le dolly s'y attelle à l'arrière, et la remorque suivante s'attelle à son tour au pivot d'attelage du dolly. Cet ensemble permet à la deuxième remorque de tourner indépendamment de la première. Une remorque dog trailer est encore plus intéressante. Elle est équipée d'un essieu avant directionnel, comme celui d'une voiture, et d'un timon qui se connecte à la remorque précédente. Cette conception permet un rayon de braquage plus serré et un comportement plus stable, car les roues avant suivent la trajectoire de manière plus naturelle. Mais il y a un défi physique à relever, l'effet coup de fouet. Dans un virage, la dernière remorque d'un long train a tendance à couper le virage, en tournant plus serré que ce à quoi s'attend le conducteur. C'est comme l'extrémité d'un fouet qui se déplace plus vite que la main qui le tient. Si elle n'est pas contrôlée, la dernière remorque peut sortir de la chaussée, se renverser ou heurter la remorque qui la précède. Les ingénieurs australiens combattent ce phénomène à l'aide de 3 armes. Une géométrie précise au niveau des points d'attelage, une répartition impeccable du poids, la dernière remorque ne doit jamais être la plus légère, et, surtout, l'habileté sublime du conducteur. Celui-ci ne se contente pas de conduire, il anticipe. Il sait à quel point il doit ouvrir la courbe, quand amorcer le virage, et comment moduler l'accélérateur pour maintenir une tension constante dans l'ensemble, guidant le serpent d'acier avec un mélange d'intuition et de connaissances mathématiques intériorisées. C'est une ingénierie humaine qui complète la mécanique. Et pour que cette danse ne se transforme pas en chute, l'ensemble doit flotter sur un terrain qui est tout sauf stable. Suspendu en enfer, châssis et suspension qui absorbent la haine. Une route minière australienne ne pardonne pas. Ce n'est pas une surface de transport, c'est un champ de bataille. Des ondulations fixes qui font vibrer tout ce qui se trouve dessus jusqu'à le démonter. Des rochers de la taille d'un ballon de football. Des nids de poules qui pourraient engloutir une roue d'eau, et de longues sections de gravier profond qui se comportent comme du sable mouvant. Un châssis rigide, comme celui d'un camion routier, se briserait comme un biscuit en quelques semaines sous le poids de cette épreuve. La solution australienne réside dans une flexibilité contrôlée et une répartition extrême du poids. Pour supporter des charges de 200, 300 tonnes ou plus, les camions sont configurés avec plusieurs essieux.
Il n'est pas rare de voir des configurations 8x6, 8 roues motrices à 6 essieux, ou même 10x6 sur les prime movers les plus extrêmes. Ce n'est pas pour avoir plus de traction, même si c'est aussi le cas, mais pour répartir l'énorme masse sur la plus grande surface possible, réduisant ainsi la pression sur le sol et, surtout, sur chaque pneu et chaque essieu individuel. Mais les essieux ne peuvent pas être rigidement fixés au châssis. C'est là qu'interviennent les suspensions spécialisées. La suspension à balancier, walking beam, est courante. Il s'agit d'un système robuste et simple où deux essieux sont reliés par un balancier central pivotant. Lorsqu'une roue monte sur une bosse, le balancier force la roue de l'essieu opposé à descendre légèrement, maintenant le contact avec le sol et répartissant l'impact. Elle est dure mais incroyablement résistante et facile à entretenir. Pour un trajet plus contrôlé et plus souple, les suspensions pneumatiques à long débattement sont la solution idéale. Elles permettent un grand mouvement vertical des roues, isolant la cabine et le chargement des chocs les plus violents, et maintiennent une hauteur constante quelle que soit la charge. De plus, elles peuvent mettre à genoux le camion, l'abaisser, pour faciliter l'attelage des remorques. Le châssis lui-même est une œuvre d'art en acier à haute résistance. Il doit avoir une certaine flexion en torsion, lui permettant de se tordre légèrement pour suivre les irrégularités du terrain sans accumuler de fatigue métallique. Mais en même temps, il doit être indéformable dans sa structure principale, résistant aux forces brutales de traction et de compression. C'est un équilibre entre la dureté du chêne et la souplesse du bambou, forgé dans l'acier. Et tandis que la suspension protège la structure, un autre système doit protéger le cœur même de la bête de son pire ennemi, la chaleur omniprésente. La bataille contre la chaleur, le refroidissement dans le four du monde. Dans l'Outback, la chaleur n'est pas une condition climatique, c'est un agresseur actif. Avec des températures ambiantes de 50 degrés Celsius, tout système de refroidissement part avec un désavantage considérable. Le moteur, le turbo, la transmission, les freins et les différentiels génèrent leur propre chaleur, s'ajoutant à cet enfer ambiant. Un système de refroidissement standard s'effondrerait en quelques minutes. La réponse australienne est, une fois de plus, le surdimensionnement radical et l'intelligence du flux. Les radiateurs sont énormes, avec des noyaux en aluminium à passages multiples et une surface 2 à 3 fois supérieure à celle d'un camion européen équivalent. Les ventilateurs ne sont pas de petits ventilateurs électriques, mais des géants actionnés par des embrayages visqueux ou même des systèmes d'entraînement pneumatique direct, capables de déplacer un volume d'air monstrueux à travers le radiateur lorsque les capteurs détectent que la température du liquide de refroidissement dépasse un certain seuil. Le refroidisseur intermédiaire, refroidisseur d'air d'admission, est tout aussi essentiel et imposant. Un moteur qui aspire de l'air à 45 degrés est beaucoup moins efficace et plus sujet à la détonation qu'un moteur qui aspire de l'air à 60 degrés. Refroidir l'air d'admission, c'est gagner en puissance et surtout en fiabilité. Mais le refroidissement ne s'arrête pas au moteur. La transmission et les essieux ont leur propre refroidisseur d'huile, souvent monté en série avec le radiateur principal. Après une longue descente en utilisant les ralentisseurs, les freins peuvent être brûlants. C'est pourquoi certains systèmes haut de gamme comprennent des conduits d'air dirigés vers les disques ou les tambours pour accélérer leur refroidissement. La gestion thermique devient la priorité numéro 1 du conducteur. Vérifier les indicateurs de température du liquide de refroidissement, de l'huile moteur et de l'huile de transmission est un rituel constant. Dans ce contexte, même le choix du rapport à utiliser devient un choix thermodynamique, ce qui nous amène au cerveau qui gère toute cette énergie, la transmission. Transmission, la boîte de vitesse qui sait tout. Avec un moteur produisant un couple de 3800 Nm, une transmission ordinaire serait détruite dès le premier changement de vitesse. La transmission d'un camion australien doit être à la fois un bastion de résistance et un instrument de contrôle précis. Deux philosophies coexistent ici, toutes deux valables pour différents types de conducteurs et de missions. D'un côté, il y a la transmission manuelle à 18 vitesses, généralement un modèle Eaton-Fuller. Pour le conducteur puriste et expérimenté, cette boîte de vitesse est une extension de son corps. Sur un terrain difficile, en montée raide ou en descente avec le ralentisseur, le contrôle manuel lui permet de sentir le camion, de choisir exactement le rapport de vitesse pour maintenir le régime au point de couple optimal et éviter la surchauffe. C'est l'instrument ultime pour ceux qui maîtrisent cet art, mais il exige une expertise suprême. D'autre part, les transmissions automatiques de dernière génération, telles que le M-Drive de Mack ou le PowerShift de Volvo, gagnent rapidement du terrain. Il ne s'agit pas de simples convertisseurs de couple, mais de cerveaux électroniques qui gèrent la chaîne cinématique. À l'aide d'un réseau de capteurs,
l'unité de commande choisit le rapport optimal non seulement pour le U, les performances, mais aussi pour la protection du véhicule. Elle sait quand changer de vitesse pour éviter le lugging, forcer le moteur à très bas régime, quand maintenir une vitesse pour utiliser le frein moteur de manière optimale et comment adapter les changements de vitesse au poids de la charge et à la pente. Pour les flottes qui cherchent à réduire l'usure, la consommation de carburant et la dépendance à l'égard des compétences d'un conducteur spécifique, la boîte automatique est reine. Ces deux options reflètent une même vérité. En Australie, la transmission n'est pas un simple intermédiaire. Elle est le garant de la longévité de l'ensemble du système de transmission. Maîtriser la physique de ces géants à l'aide de solutions mécaniques brutales était déjà un exploit en soi. Mais l'Australie ne s'est pas arrêtée là. Lorsque les limites de ce qu'un moteur et un conducteur pouvaient faire ont été atteintes, les ingénieurs australiens ont commencé à se demander « Et si nous donnions un deuxième cœur aux géants ? Et si nous donnions au conducteur un copilote fait de silicium et d'algorithmes ?» La prochaine étape n'était pas évolutive, elle était révolutionnaire. L'évolution de l'ingénierie australienne ne s'est pas arrêtée à la maîtrise de la mécanique. Une fois les problèmes de puissance, de freinage et de résistance résolus, l'horizon des possibilités s'est élargi vers un territoire où l'innovation n'est plus un luxe, mais la prochaine frontière de la survie économique. Dans le désert, les limites ne sont pas des lignes sur une carte, ce sont les lois de la physique et de l'économie. Et lorsqu'on les atteint, il n'y a que deux options, abandonner ou réinventer les règles. L'Australie a choisi de les réinventer. Ce dernier chapitre explore ce bond en avant où les camions cessent d'être de simples véhicules pour devenir les nœuds d'un système de transport intelligent, décentralisé et parfois presque vivant. C'est l'histoire de la façon dont le besoin le plus pragmatique peut donner naissance aux idées les plus futuristes. Le Dual Power Road Train, le géant à deux cœurs. Il y avait un problème apparemment insoluble. Les mines les plus éloignées exigeaient le transport de charges avoisinant les 500 tonnes. Mais la puissance et surtout la résistance d'un seul tracteur, aussi monstrueux soit-il, trouvaient leurs limites dans l'usure extrême et le stress thermique. La solution classique, construire un tracteur encore plus grand, se heurtait à des limites pratiques de poids, de taille et, tout simplement, de bon sens. Beast Industries, une entreprise à l'esprit innovant qui caractérise le secteur, a proposé une réponse qui ne pouvait naître que dans un environnement de pensée latérale absolue. Si vous ne pouvez pas fabriquer un tracteur plus puissant, faites pousser le train entier. C'est ainsi qu'est né le Dual Power Road Train, train routier à double puissance. Le concept est un chef-d'œuvre de logique distribuée. Au lieu d'un seul moteur principal tirant 3 ou 4 remorques, ce système intègre un moteur diesel auxiliaire complet, monté directement sur une remorque intermédiaire. Il ne s'agit pas d'un petit générateur D, mais d'un moteur de taille considérable, relié aux roues de sa propre remorque par une transmission. Le génie de ce système est multiple. Tout d'abord, il allège la charge du tracteur principal. Celui-ci n'a plus à fournir toute la force de traction pour l'ensemble, ce qui réduit considérablement l'usure de son embrayage, de sa transmission, de ses essieux et de son moteur. Deuxièmement, il répartit la traction. Le fait d'avoir des points de poussée séparés, un à l'avant et un au milieu du train, réduit la tension sur les attelages et améliore la capacité à franchir les pentes et les terrains meubles. C'est comme avoir deux locomotives dans un même train. Troisièmement, il double virtuellement la puissance disponible sans avoir à créer un châssis de tracteur unique et irréalisable. Le conducteur contrôle les deux moteurs depuis la cabine principale, en les synchronisant électroniquement. Le résultat est un système capable de déplacer 500 tonnes à des vitesses pouvant atteindre 70 km/h sur des terrains privés, avec une fiabilité bien supérieure grâce au partage de l'effort. Il ne s'agit pas simplement d'un camion plus grand, mais d'un organisme de transport modulaire et multicardiaque. C'est la preuve qu'en Australie, lorsqu'un mur semble infranchissable, la solution n'est pas de le percuter avec plus de force, mais de construire une porte là où personne d'autre ne voyait qu'un mur. Drive-by-wire et l'ombre de l'autonomie. Alors que le Dual Power résolvait le problème de la force, un autre défi persistait. Le facteur humain dans des trajets d'une monotonie et d'une durée brutale. Conduire 1200 km en ligne droite dans un désert, par roulement de 12 à 14 heures, est une épreuve d'endurance mentale qui génère de la fatigue, des erreurs et une limite inhérente à la productivité. La solution ? Si le conducteur est le maillon le plus fragile et le plus limitant, faites en sorte que la machine l'aide et, à terme, le remplace dans les tâches les plus répétitives. C'est là qu'intervient le projet visionnaire d'entreprises tel que Mineral Resources Ltd, MRL,
en collaboration avec Hexagon. Leur approche consiste à mettre en œuvre la technologie Drive-by-Wire, conduite par câble. Dans un système Drive-by-Wire, il n'y a pas de connexion mécanique directe entre le volant, les pédales et les actionneurs. À la place, les mouvements du conducteur sont convertis en signaux électroniques qu'un ordinateur interprète et envoie à des servomoteurs qui tournent les roues ou actionnent les freins. Il ne s'agit pas d'une autonomie totale, mais c'est son pilier fondamental. Une fois que le véhicule peut être contrôlé par un ordinateur, la voie vers l'automatisation est ouverte. La vision de MRL est de créer des convois autonomes ou semi-autonomes de trains routiers. Dans un modèle, un véhicule de tête, conduit par un humain, mène une file de 2, 3 ou jusqu'à 5 trains routiers autonomes. Ces véhicules suiveurs, équipés de lidar, de radar, de caméras et de GPS de haute précision, reproduisent exactement les mouvements du véhicule de tête tout en maintenant une distance de sécurité. Le conducteur des véhicules autonomes devient un superviseur qui surveille les systèmes. Les implications sont révolutionnaires. Fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les trains peuvent circuler jour et nuit sans pause pour cause de fatigue. Sécurité, les accidents dus à la somnolence ou à la distraction sont éliminés. Efficacité, les itinéraires et les changements de vitesse sont parfaits, ce qui optimise la consommation de carburant. Productivité, un seul humain peut gérer le déplacement de centaines de tonnes réparties sur plusieurs véhicules. Il s'agit d'un bond en avant considérable, passant du conducteur en tant qu'opérateur physique au conducteur en tant que stratège et gestionnaire de flotte. Ce niveau d'innovation ne vient pas de nulle part. Il est le résultat final d'une culture qui, à la base, comprend que chaque machine doit être une réponse précise à une question spécifique. Spécification extrême. Le camion naît d'un besoin, pas d'un catalogue. Pour comprendre l'ampleur des progrès réalisés en Australie, il faut abandonner l'idée d'acheter un camion. En Europe ou en Amérique du Nord, une flotte choisit un modèle, un Volvo FH, un Freightliner Cascadia, dans un catalogue, sélectionne quelques options, moteur, cabine, essieux, et le met en service. En Australie, le processus commence par une question d'ingénierie logistique, et non par une fiche technique. Imaginez le dialogue. Une société minière s'assoit avec les ingénieurs de MLG, ou MGM Bulk. Nous avons un nouveau gisement de lithium. Il se trouve à 820 km de l'usine de traitement, sur une route en gravier avec des ondulations importantes sur 30% du trajet. Nous devons transporter 2 millions de tonnes de minerais bruts par an, avec une fenêtre climatique de 9 mois. L'eau est rare sur le site. Que faisons-nous? À partir de là, un processus de conception unique commence. Les ingénieurs ne vendent pas un camion, ils conçoivent un système de transport. Ils modélisent d'abord l'itinéraire, pente, courbure, type de surface. Ils calculent la résistance au roulement et le poids total requis par trajet pour atteindre l'objectif annuel. Ensuite, ils précisent la plateforme, un Kenworth K200 pour sa fiabilité éprouvée, un C510 pour son extrême robustesse, un Mack Titan pour sa puissance ultime, configuration des essieux, un 8x6 pour une meilleure traction et une meilleure répartition du poids, un 10x6 pour les charges les plus lourdes, système de propulsion, moteur et transmission spécifique non standard. Transmission manuelle, Eaton à 18 vitesses pour un contrôle total, ou transmission automatique M-Drive pour la productivité et la réduction de l'usure. Capacité de carburant, réservoirs principaux et auxiliaires offrant une autonomie de plus de 2000 km, car il n'y a aucun endroit où faire le plein. Système de survie, filtres à air à 3 étages avec système de nettoyage automatique par éjection d'air comprimé, Air Pre-Cleaner, pour lutter contre la poussière omniprésente. Système de refroidissement surdimensionné de 30%. Remorque, type, benne à déchargement latéral ou arrière, plate pour les machines, matériaux, acier à haute résistance, aluminium pour réduire le poids, nombre d'essieux, type de suspension, pneumatique pour protéger le chargement, à balancier pour la durabilité. Le camion qui sort de l'usine spécialisée n'est pas un produit, c'est une prescription technique transformée en métal. Cette mentalité de spécification extrême est le véritable moteur de l'industrie. Et cette mentalité n'est pas tombée du ciel, c'est l'héritage d'une culture nationale forgée dans l'isolement et l'adversité. La culture du mécanicien du bush, l'ingéniosité comme religion. La sophistication technologique du Dual Power Road Train ou du Drive-by-Wire peut sembler être l'antithèse d'une tradition plus rustique. Mais en réalité, c'est son aboutissement logique. Toute l'innovation australienne est imprégnée de l'esprit du bush mécanique.
mécanicien de brousse/désert. Cette figure est un archétype culturel. L'individu qui, coincé à des centaines de kilomètres de la civilisation avec une machine en panne, doit trouver une solution avec ce qu'il a sous la main. Un ressort cassé est réparé avec du fil de fer et une clé. Un tuyau de refroidissement percé est réparé avec du ruban isolant et un morceau de tuyau en caoutchouc. Un silencieux qui tombe est maintenu en place avec la ceinture du conducteur. Ce n'est pas une réparation esthétique, mais elle fonctionne et vous permet de rentrer chez vous. Cette ingéniosité pratique, cette méfiance envers ce que vous ne pouvez pas réparer vous-même et cette foi en la capacité d'improviser imprègnent aussi bien les conducteurs individuels que les conseils d'administration des grandes entreprises de transport et d'exploitation minière. Ils n'ont pas peur de modifier, de pirater ou de réinventer. Un fabricant leur dit que quelque chose est impossible, ils essaieront quand même. Une pièce standard ne tient pas le coup, ils en concevront et en fabriqueront une plus solide dans leur propre atelier. Le passage de la soudure d'un patch sur le terrain à la conception d'un système de traction distribué sur un ordinateur est plus court qu'il n'y paraît. Ces deux actes partent du même principe. Le manuel d'instruction n'est pas écrit, il faut l'écrire sur le vif. Cette culture est le terreau d'où jaillissent des innovations radicales. Elle accepte l'échec comme faisant partie de l'apprentissage et privilégie la fonctionnalité à l'élégance. C'est pourquoi les entreprises australiennes peuvent s'associer à une société technologique suédoise, Hexagon, non pas pour essayer de mettre en œuvre son système tel quel, mais pour l'adapter et lui en demander davantage dans les conditions les plus difficiles de la planète. Le camion australien n'existe pas, et c'est pourquoi il est le plus avancé. À la fin de ce voyage, nous arrivons à une conclusion paradoxale et puissante. Le camion australien, en tant qu'entité unique et définissable, n'existe pas. Il n'existe pas de modèle qui, à sa sortie d'usine pour le marché intérieur, soit intrinsèquement supérieur, puce par puce, à un Mercedes Actros, un Volvo FH ou un Peterbilt 579. Ce qui existe, et ce qui le rend le plus avancé au monde, est quelque chose de beaucoup plus profond, un processus d'ingénierie appliqué sans égal. C'est la symbiose parfaite, imposée par les circonstances, entre une géographie impitoyable, qui agit comme le banc d'essai le plus exigeant au monde, une industrie à l'échelle planétaire, l'exploitation minière, qui exige des solutions à un niveau de tonnage et de fiabilité qui n'existe pratiquement nulle part ailleurs. Un pragmatisme réglementaire, des lois qui, sur certaines routes désignées, considèrent que les limites sont fixées par l'ingénierie et non par la bureaucratie. Une culture de l'ingéniosité radicale, héritée du bush mécanique, qui encourage la modification, la personnalisation et la pensée latérale sans crainte. Un Kenworth K200 australien est, en substance, le même châssis robuste que celui vendu ailleurs. Mais en Australie, ce châssis n'est que la pointe de l'iceberg d'un système. C'est la plateforme sur laquelle repose la solution à un problème logistique unique. Autour de lui, s'est créé tout un écosystème de fabricants spécialisés, d'ateliers de carrosserie, d'ingénieurs de flotte et de conducteurs ingénieurs qui ne conduisent pas un véhicule, mais gèrent un événement de transport. Le progrès ne réside pas dans un capteur laser ou un logiciel de conduite autonome acheté dans le commerce. Il réside dans le concept dans son ensemble, dans la volonté de prendre ce capteur et ce logiciel et de les soumettre à la poussière, à la chaleur et aux vibrations de l'outback jusqu'à ce qu'il fonctionne ou jusqu'à ce qu'il soit réinventé pour fonctionner. Dans la capacité à voir un train routier non pas comme une combinaison de véhicules, mais comme un organisme auquel on peut implanter un cœur supplémentaire. Dans la compréhension que la fiabilité n'est pas une statistique, mais la distance, mesurée en kilomètres implacables, entre une mine de fer et le port qui alimente le monde. C'est pourquoi, lorsque vous demandez « Pourquoi les camions australiens sont-ils les plus avancés au monde ?», la réponse n'est pas une liste de spécifications, c'est une histoire. L'histoire d'un continent qui, pour transporter ses richesses, a été contraint d'inventer l'avenir du transport lourd, un avenir forgé non pas dans des salons de design, mais dans la fournaise du désert et dans l'esprit de ceux qui ont refusé d'accepter un « non » comme réponse. Ce n'est pas le camion. C'est ce que le camion permet de faire là où c'est plus difficile que partout ailleurs sur la planète. C'est l'outil ultime, créé pour le travail ultime.